Bien, bonsoir à tous et à tous. Dans mon CV, c'est pas pour un but de recrutement, parce que je suis recruté depuis quelques années maintenant, mais simplement pour vous signifier que j'ai terminé ma carrière à la direction de l'aéroport de Biarritz, mais que toute ma carrière, en fait, depuis 1879, est complètement liée à l'aéronautique. Alors, comment on passe à autre chose, je vous expliquerai après. Mais tout en étant retraité, j'essaie d'être actif dans différents domaines qui touchent plus, on va dire, pour dire ça au sens large, l'écologie. Et donc, je suis membre de l'association Les Shifters, que certains connaissent peut-être, le Shift Project, ça vous dit peut-être quelque chose. Même si ce soir, je ne m'explique pas leur nom, et même si eux ont participé à une partie de l'étude, qui a démontré d'ailleurs que le projet ECO n'avait rien de décarbonant au niveau du compte, c'est bien ça. Titre de l'association, je suis conférencier climat-énergie, je suis également conférencier sur la stratégie de résilience des territoires, tout ça pour les shifters. Je suis aussi animateur d'ateliers décarbonés et administration publique, donc c'est gratuit, hein, si jamais ça vous souviens, ça va être décidé. Je suis pas sûr que ça va être ça faire. Mais je l'ai aussi. Par exemple, le atelier qu'on a fait au mandat, ça met beaucoup plus à l'administration une question. Et puis je suis également animateur de la classe du climat. Voilà, donc, malgré un profil de thèse aéronautique, si tu peux tourner, c'est ce qu'on veut dire, voilà. Mais en gros, c'est comment, après une carrière comme celle-là, on peut se retrouver, Sylvain Vaux a essayé de demander, comme les collègues, de promouvoir l'action contre le projet et les autres projets. Alors pour ça, en deux mots, il faut des rencontres. Alors les rencontres, c'est des lectures qui datent de 2005 à peu près. Donc la première, c'est les limites à la croissance. Vous connaissez le rapport Meadows, 1972, que j'ai lu la version en 2005. Là, c'est une première rencontre. La deuxième rencontre, c'est Carbone 4. C'est une grosse étude d'un cabinet expert en climat-énergie, qui est d'ailleurs le cabinet de Jean Covici, qui est aussi président du Shift Project. Et puis un film que j'ai vu en 2005-2006, qui est Une vérité qui dérange, le film d'Al Gore, et que j'ai pris en pleine poire, en 2005. Et donc, après ces rencontres-là, je me suis posé, même si j'étais déjà sensibilisé quand même bien avant, je me suis posé pour réfléchir, pour me documenter. Et comment on fait la transition? D'abord, c'est en acceptant de m'être occupé pendant des années dans mon métier, dans ma carrière, et de gérer au mieux ma fin de carrière. J'étais encore à 20 ans quand même de la retraite, il fallait que je gère cette prise de conscience que j'ai eue en 2005 jusqu'en 2021, date à laquelle je suis parti en retraite. Et surtout couper le cordon. Alors, couper le cordon, c'est important parce que on en reviendra à la fin. Je dis ça pourquoi? Parce que quand on travaille dans ce milieu-là, que ce soit une compagnie aérienne, que ce soit un aéroport, que ce soit un constructeur aéronautique, il y en a peut-être parmi vous qui connaissent ce milieu-là, on s'y attache. On s'y attache pour des raisons qui ne sont pas toujours très rationnelles, mais moi je pense au prestige, à la technologie, au voyage, au rêve, il y a plein de raisons qui font que quand on travaille dans ce milieu-là, on y est viscéralement attaché. Donc couper le cordon, c'est pas quelque chose qui est forcément facile, mais que j'ai essayé de faire progressivement au fil des années. Alors une parfum des critiques et des colibés, on me dit aujourd'hui encore, alors que je suis dans une autre démarche, oui, mais c'est facile de s'occuper maintenant, tu es à la retraite, alors que tu as vendu des avions ou tu as fait de la promotion de voyage pendant des années. Je ne pense pas que ce soit si facile que ça. Je vous dis très très sincèrement. Ne pas sombrer dans l'anxiété et passer à l'action. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Je passe à l'action chez les Shifters au titre de la faute du climat, mais également au titre du soutien de l'action de l'Europe qu'il faudrait donc. Alors peut-être pour reparler un peu d'aérien quand même, là vous avez l'évolution du trafic attendu à 2050. Vous étiez peut-être déjà un petit peu sensibilisé sur le sujet, mais voilà, en 1985 on a intégré 1 milliard de passagers aériens. En 2024, on est à 4,6 milliards et on attend 12,4 milliards en 2050. Ce sont des projections officielles de l'OACI, l'Organisation internationale de l'aviation civile. Ce qui fait un trafic multiplié entre 2024 et 2050, un trafic multiplié par 2,7. On va quasiment tripler le nombre de passagers. Alors, il y a aussi, bien sûr, autre chose, dont on parle beaucoup moins, on ne parle pas forcément des passagers, mais le fret aérien aussi, lui, va se développer de manière considérable.
fais tourner. Alors là, ici, vous avez, on ne parle plus de l'OSI, on parle de IATA. IATA, cette fois, c'est l'Association internationale des transporteurs aériens, autrement dit, les compagnies aériennes, qui est dans cette vision de la chose pour l'avenir. Ils ont des obligations, et ils ont des obligations, ces compagnies qui sont données par les États, par les différentes fédérations, et qui consistent à intégrer dans leur carburant, c'est le cas en Europe avec les pourcentages qu'on verra tout à l'heure, à intégrer dans leur carburant du carburant aérien durable, du SAF, Sustainable Aviation Fuel en English. Et donc c'est cette part de carburant qu'on va apporter dans les réservoirs avec du kérosène dans un premier temps. Et on verra que l'idée quand même, c'est que les compagnies aériennes, bien qu'elles s'en dédisent, sont conscientes que le pétrole va devenir de plus en plus rare et qu'à un moment donné, il va avoir trouvé des solutions pour pouvoir continuer à voler. Et peut-être que dans leur tête, l'idée c'est qu'à partir de 2050, il y a certainement des avions qui vont totalement d'après elles au carburant durable. Donc, comment ils envisagent d'atteindre le net zéro carbone, hein, entre guillemets, en 2050? C'est à 65% par l'apport des carburants renouvelables, des SAF, 13% par les nouvelles technologies électriques et hydrogène. Alors, dans l'aviation, 13%, je vais bien les voir. On sait aujourd'hui que l'électrique, ça ne touche pas que des avions très légers. C'est déjà le cas aujourd'hui avec des avions de formation, d'école, de formation. L'hydrogène, on n'y croit pas beaucoup. Même le bâton d'Airbus ne croit pas, il le dit en catimini, mais il le dit. Ça veut simplement il le lance. C'est trop compliqué l'hydrogène. Donc les 13%, je pense qu'il ne fait pas trop y compter. 3% de travaux sur les infrastructures et l'efficacité des procédures, autrement dit des procédures de vol votées à une certaine altitude pendant un certain temps, les approches comme également auprès des aéroports qui sont retravaillées, mais ça n'a fait que 3% d'amélioration, et puis 19% par des compensations et la capture du carbone. Là, c'est pareil, sur ces aspects-là, on peut considérer que ces 19% sont des chiffres avancés, mais qui sont largement gonflés. Donc, autrement dit, aujourd'hui, comment les compagnies visent le net zéro en 2050, c'est uniquement avec les carburants dits renouvelables. Alors là, c'est une démarche mondiale. Bon, mais le projet ECO, on a vu tout à l'heure qu'il nous fait une centaine en France pour couvrir le besoin de transport aérien. Au niveau mondial, je vous laisse imaginer ce que ça peut représenter. Alors sur le transport suivant, on va voir que donc après les compagnies et d'après l'IATA toujours, les SAF, donc ces carburants, doivent réduire de 80% les émissions de carbone en 2050. Et vous avez à droite les projections de consommation de fourniture de SAF attendues pour obtenir le net zéro en 2050. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, on est à 8 milliards de litres de SAF, qui représente à peu près 2% du carburant qui se trouve dans les avions aujourd'hui, dans les réservoirs, à peu près. Et qu'on va aller progressivement jusqu'en 2050 pour atteindre 65% de SAF dans les réservoirs d'avions. Ce qui représentera à ce moment-là 449 milliards de litres de carburant renouvelable, ce qui équivaut à peu près, un peu de choses près, à quelques dizaines de milliards. Cette échelle-là, ça ne fait pas vraiment d'importance. Ça correspond à peu près au volume de pétrole, de kérosène actuel en 2026 qu'on met dans les avions. C'est-à-dire qu'en 2050, IATA attend d'avoir le même volume de SAF qu'il a en volume de carburant fossile aujourd'hui. Rien que de penser à ça, ça paraît complètement hallucinant, enfin, hors de contrôle. Alors, ce qui était étonnant quand même, c'est que là, M. Walsh, qui est cité ici, c'est le grand patron de l'IATA, l'organisme dont je parlais juste avant, qui dit la chose suivante. Certains diront que nous attaquons à des cibles quantitatives impossibles et à des défis techniques insurmontables. C'est quand même le premier sentiment qu'on a à la lecture de ce qu'ils veulent faire. Historiquement, l'aviation a réalisé ce qu'on croyait impossible. Ça, c'est vrai. Mais ça, je peux voler, les gens
Donc on a imaginé qu'on pouvait le faire un jour, c'était quelque chose d'assez exceptionnel. Et elle l'a fait rapidement. Entre le premier vol commercial de la M508, le premier jet commercial, il s'est écoulé environ 35 ans. Et 20 ans plus tard, nous avons le premier jet porteur. La durabilité constitue le défi de notre génération. Ok, très bien. Autrement dit, le monsieur en question, il regarde le passé, il regarde la façon dont l'aviation a progressé, et puis il se dit finalement, si je me projette dans l'avenir, on pourra faire aussi bien proportionnellement. Les délai de 30 ans est à la portée de l'agir. Alors aujourd'hui, nous lançons une transition difficile, ça, il en convient malgré tout. Mais un délai de 30 ans est à la portée de l'ingéniosité humaine, à condition que les gouvernements et toute l'industrie collaborent et soient redevables des résultats. Comme on dit, on est dans la règle. On est dans les suppositions, dans les supputations, dans les hypothèses, mais à aucun moment, ces gens-là ne peuvent croire réellement à ce qu'ils disent utiliser. Sachant qu'il faut mettre ça aussi vraiment à la première ligne, bien assainir. Il y a toutes les autres industries aussi. Il n'y a pas que l'aviation, il y a trop à décarboner. Là, on partage l'aviation, que l'aviation, bien d'accord. Alors, il y a évidemment toute la chaîne de services et d'acteurs du transport aérien qui intervient, qui essaye de se donner une image verte, on va dire. Alors, pour ça, je prends un exemple, c'est celui des exploitants d'aéroports que je connais bien, parce que je l'ai été, et j'ai fondé aussi, ici, en utilisant, on va dire, des moyens, surtout sur la communication, et puis également des techniques qui permettent de faire croire que finalement, quand on rentre dans un aéroport, à partir du moment où l'aéroport dispose d'une certification carbone, par exemple, mais ça veut dire que quelque part, tout ce qui est derrière, c'est également propre. Donc les aéroports ont joué cette carte-là, se sont dit, si j'arrive à me vendre, moi, en tant qu'aéroport, comme étant une entité qui fait attention à ses émissions de gaz à effet de serre, à ses émissions de carbone, globalement, si j'arrive à faire croire ça aux voyageurs, le voyageur oubliera ce qu'il y a derrière, et qui dit le transport aérien du même. Et ça marche assez bien, mais en définitive. Donc, la réponse des aéroports au changement climatique, ça a été une explication carbone. Ils se sont inventés eux-mêmes, ils se sont créés leur propre label pour dire ensuite, je vais me certifier avec mon label. Bon, ça, c'est pas mal. Ça peut donner des idées, il y a des probabilités pour le faire, en tout cas. Autre aspect complètement à droite, cette fois, c'est sur le langage et la communication. Alors là, il y a des consignes très strictes au niveau des aéroports français, mais européens et le reste. On n'emploie pas n'importe quel terme. Surtout, on évite de laisser penser qu'ils puissent faire de greenwashing. Donc, il y a vraiment là-dessus des textes, des phrases standards qu'il faut prononcer ou qu'il ne faut pas prononcer en fonction des circonstances. Et puis, au milieu, vous avez une réaction de l'UAF, l'Union des aéroports français, aux mesures qui avaient été proposées par la Convention citoyenne pour le climat. Bon, mesures qui, en grande partie, ont été éliminées. Il en restait une, qui était la question qui a eu un impact sur l'aéroport de Bordeaux. Dès l'instant qu'il y avait une concurrence entre l'avion et un moyen de transport terrestre, qui permettait d'obtenir des carbonés, qui permettait d'être à moins de 2h30 de Paris, eh bien, ça faisait que cet aéroport-là n'était plus autorisé à exploiter la ligne Paris-Bordeaux, par exemple. Et donc, c'est depuis ce temps-là que la navette Air France a cessé. Eh bien, voilà, il y a eu une réaction immédiate. Attention, on va perdre des recettes, on va perdre des emplois. Et à chaque fois qu'il y a une mesure qui semble aller dans le bon sens, parce que là, on est vraiment, pour moi, on est dans le bon sens. Et pour l'anecdote, je me souviens de cette affaire-là, mais 2h30 de Paris, et la concurrence avec le TGV, j'avais rencontré tout à fait par hasard à Biarritz, parce qu'il était de passage, le ministre des Transports à l'époque, secrétaire d'État, qui était Djebarou, et j'avais dit personnellement, je voulais être le seul directeur d'aéroport de l'UAF à vous dire pour lui, je suis d'accord avec cette mesure. Ça, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas faire comprendre décemment à des gens entiers que il fallait maintenir une ligne aérienne entre la capitale et une ville de province, alors que cette ville est reliée 2h30, moins de 2h30. Je ne sais même pas ça, c'est comme ça, c'est 2 heures. C'est 2 heures.
On est compte alors. Et en plus, quand on fait le bilan du temps de transport aérien, si on prend à l'arrivée un petit peu plus tôt, on peut regarder sa voiture, les passagers, contrôle, etc. Tellement avec les heures, on les avait largement consommés. Et donc, dans l'esprit des exploitants d'aéroports, on ne peut pas toucher à une linéaire. C'est total. Donc, on peut pas revenir sur l'exemple des pots où il a fallu une intervention politique pour obtenir une linéaire. D'autres arguments, alors, j'ai essayé de faire ça rapide là-dessus, mais c'est une lettre qui avait été faite par l'UF également, qui apportait des preuves comme quoi finalement monter l'opinion publique était trompée sur l'aviation et son impact carbone et ses répercussions sur l'environnement. Alors, l'EF dit que l'aviation représente environ 2% des émissions mondiales de CO2 d'origine humaine. C'est faux. L'origine, c'est 2,5, peut-être 3. Donc on parle que des émissions de carbone. Mais si on prend l'effet réchauffant, c'est-à-dire si on intègre les différents oxydes d'azote, si on intègre la vapeur d'eau, en gros, on est aujourd'hui à 5% de pouvoir réchauffant du climat au sein de l'aviation. Donc vous voyez donc déjà tendance à minimiser les chiffres simplement pour ne pas reconnaître l'effet réel de l'aviation. Le secteur est engagé de longue date à réduire son impact environnemental. Il a déjà divisé par 2 ses émissions par passager depuis 1990. Sauf que depuis 1990, le trafic a été multiplié par 2. Donc, en gros, on réduit par passager, il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, pour faire 100 km en avion, c'est à peu près 3 litres de carburant par passager. C'était 6 litres il y a une vingtaine d'années. Mais pour autant, le trafic a été multiplié de telle manière que finalement l'impact a été complètement absorbé. Les opérateurs investissent plus de 10 milliards d'euros par an pour renouveler leur flotte. Ben oui, de toute façon, c'est comme une voiture, donc il faut bien la changer. Donc il n'y a rien, pas de génération là-dedans, il n'y a rien de spécial. Un avion de dernière génération consomme en moyenne environ 2 litres de carburant par passager. Bon, on a peut-être été un peu ambitieux avec les 2 litres. Donc c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Et la communauté, alors j'ai bien la dernière phrase, la communauté du transport aérien, compagnie aérienne, industrie aéronautique et aéroport, s'est engagée. Alors, c'est engagé. Au niveau mondial, à diviser par 2 ses émissions de CO2 à l'horizon 2050 par rapport à 2005. Les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Hein, voilà. Tu peux alors, un truc que je voulais dire aussi, c'est que là, on a parlé beaucoup de questions environnementales, on a parlé aussi d'argent. Mais il faut savoir quand même que le transport aérien, depuis son existence, le transport commercial, le trafic commercial, il n'a jamais été équilibré. Il n'a jamais été excédentaire. Il n'a jamais bénéficié. Il a toujours été subventionné d'une manière ou d'une autre. Que ce soit à travers des infrastructures, que ce soit à travers des aides de constructeurs, que ce soit au travers des procédures de sauvetage, parce que c'est pas sauvegarde, c'est sauvetage des compagnies aériennes, que ce soit aux États-Unis, en France, les aides des aéroports aux compagnies low cost, et maintenant à toutes les compagnies d'ailleurs. Enfin bref, le transport aérien, depuis qu'il existe, le transport aérien commercial n'a jamais réellement gagné d'argent. Ou alors s'il en a gagné, parce qu'il y a quand même des gens qui sont relationnés avec ces compagnies, c'est grâce au dénivelé. Une manière de et donc à terme, les flottes de carburant vont taxer, parce que là, aujourd'hui, les États empochent rien sur le kérosène, à l'inverse de nous, avec notre carburant de voiture, on est taxé, enfin, ce que j'ai pas utilisé, c'est comme ça s'appelle, la taxe, vous avez en tête, plus la TVA. Donc sur le kérosène, il faut savoir que par la convention de Chicago qui date de l'après-guerre, le kérosène, l'avion ne pas taxé. Là, on veut comprendre pourquoi. Donc, à défaut de carburant non taxé, les aides considérables sont attendues par la profession pour soutenir les investissements et la production de SAF. Les exigences des compagnies et des aéroports, ça veut dire demain, je dois pouvoir continuer à mon activité dans des conditions compétitives satisfaisantes. Autrement dit, même si les SAF coûtent 2 fois plus cher aujourd'hui dans les destinations, je ne sais pas par quelle a été faite, mais en tout cas, c'est les chiffres que j'ai en tête, c'est que ça, on doit être 2 fois plus cher. Ben, si c'est 2 à 3 fois plus cher, on revient.
mais il faudra que, quelque part, quelqu'un vienne contribuer à compenser cette différence de manière à ce que le transport aérien puisse continuer dans les mêmes conditions qu'aujourd'hui. Donc de base, c'est notre argent aussi qui est en jeu. C'est pas... Là, on a le sentiment que non seulement on va nous piquer les forêts, mais en plus on va nous piquer tout voilà. Je peux passer à la France, avec les exemples. Alors, tout à l'heure, on a dit quand même une chose, un exemple qui peut être le cordon, que c'était pas simple, parce qu'on était attachés, et on est tellement attachés dans ce milieu-là qu'il faut espérer aucun changement de l'intérieur, ni des dirigeants, ni du personnel, ni quoi que ce soit, ni des compagnies aériennes, ni des aéroports. Il n'y aura pas de changement de l'intérieur. Et je crois qu'avec Anthony Viau, qui intervient de temps en temps, on est complètement d'accord là-dessus. Le changement ne viendra pas de l'intérieur. Je ne pas des cas isolés comme moi, mais de toute façon, en plus, le fait que j'ai changé depuis longtemps sur le sujet, ça ne va pas changer la face du monde, mais du trafic aérien, il y a une obsession de la croissance, parce que c'est la condition sine qua non du modèle économique. Il y a une condition de survie. S'il n'y a pas de croissance, le transport aérien se casse la figure. Une période flat ou une période catastrophique comme le Covid, et ça peut être la disparition en quelques semaines de plusieurs compagnies aériennes. Donc, l'obsession de ces gens-là, c'est la croissance. Alors, obsession pour les compagnies aériennes, et donc forcément, également, obsession pour les aéroports. Alors, ces gens-là, peut-être, si on leur disait, d'ailleurs, finalement, si les politiques, si le gouvernement disait, il faut mondial, probablement, c'est quand même assez complexe. Si on leur disait, voilà, on va planifier ensemble une transition de filière, c'est-à-dire qu'on comprend, vous allez perdre des emplois, les actionnaires vont perdre des ressources potentielles, comment on peut organiser la transition. S'il y avait une politique, un plan de transition, c'est peut-être pas totalement exclu que la filière aéronautique l'accepte. Mais tant que ces gens-là n'auront pas de visibilité, un plan coordonné, celui qui décidera d'une transition de filière, par exemple, prendra des risques seul. Et donc, il y a très peu d'espoir que ça se produise sans une vision et une planification politique. Et donc, tout ça est dit, et moi, je suis là aujourd'hui pour conforter la vision que vous devez tous avoir de la situation. Il y a la question environnementale, on est d'accord, on en a parlé tout à l'heure, il y a la question financière, mais il faut aussi savoir qu'on va avoir en face de nous une résistance forte, très forte, de toute la corporation aéronautique. Et donc la sensibilisation et la mobilisation citoyenne peut être forte. Les politiques locaux également doivent s'approprier le sujet. Voilà. J'ai au moins apporté cette contribution aujourd'hui, ce témoignage, et avec l'espoir que ça puisse apporter un peu d'influence sur notre vision de la chose.